J'ai vu beaucoup de films d'horreur sur des histoires de vivre avec des cadavres, de la nécrophilie, ou même de parler aux squelettes sèches. Je me sens tellement effrayé chaque fois que j'y pense. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait chez moi. Je suis sûr que vous serez curieux de savoir comment ce film d'horreur réel est arrivé à ma famille. Je suis Tim. J'ai grandi dans une maison heureuse. Tout le monde a toujours admiré la vie amoureuse de mes parents. Mon père aimait beaucoup ma mère. Peu importe le nombre d'années passées, elle était un ange dans ses yeux. Mais, son passage a tout changé. Dans cette nuit fatidique, j'avais 10 ans. Et mon père n'avait pas dîné à la maison. Il est venu à la maison de Monsieur Brown pour rejoindre la nouvelle fête de la maison. Ce jour-là, il a pu revoir ses amis proches. Je ne savais pas à quel point il a bu, il m'a simplement appelé pour dire qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui et il dormait à la maison de Monsieur Brown. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un sondeur dans le salon. Ma mère était sur le sol, serrant sa poitrine de douleur. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas parler fort, et tout ce que je pouvais faire était d'appeler son nom. Pendant ce temps, elle m'a dit d'appeler mon père. Mais j'ai fait des dizaines d'appels et il n'a pas attrapé le téléphone. Je viens d'entendre le son d'attente de l'autre côté. Peut-être qu'il buvait trop et il s'est endormi afin qu'il ne pouvait pas entendre le téléphone sonner. Cette crise cardiaque a pris ma mère de ma famille pour toujours. Le lendemain matin, quand mon père s'est réveillé et a couru à l'hôpital, il était trop tard, ma mère était partie. Mon père était extrêmement regretté de laisser sa femme bien-aimée à la douleur seule alors qu'il était sorti. Il a beaucoup pleuré après. À la maison funéraire, il n'a pas mangé et dormi pendant 3 jours. Il est juste assis à côté du cercueil de ma mère et a pleuré de son regret. Il n'a pas permis au personnel funéraire de la maison de croire à ma mère. Nous étions impuissants pour le persuader de se calmer. Mais le 3e jour, il a cessé de pleurer et a dit à tout le monde de rentrer à la maison et de le laisser seul à côté de sa femme pour la dernière fois avant de l'emmener à la crémation. Nous l'avons accepté. J'espérais qu'il ne serait pas choqué depuis trop longtemps. Vous ne saurez jamais à quel point ma famille était heureuse et surprise de voir mon père rentrer chez moi après 2 jours. Il n'a plus pleuré. Il a apporté un nouvel ensemble de literie avec un grand oreiller étreignant et une urne de la mère de la cendre. Il le mettait dans l'armoire de verre et n'était plus aussi déprimé qu'il l'était. Je pensais qu'il était meilleur, alors je ne l'ai pas dérangé. Mon père était un homme solitaire et difficile à approcher, à cause de la nature de son travail. Il est un inventeur. Alors quand j'étais jeune, il m'a toujours appris à ne pas entrer dans sa chambre. C'est là qu'il a fait beaucoup de recherches et contenait de nombreux documents importants. Il ne voulait pas que quelqu'un perturbe son espace de travail privé. Puisque ma mère était partie, mon père a travaillé plus, il s'est enfermé dans la chambre toute la journée. Je savais à quel point il était seul quand il n'avait pas dû sortir ni prévu de remarquer une femme pendant une longue période. Parfois, quand je suis entré et j'ai regardé sa chambre, j'ai toujours vu l'oreiller étreignant sur son lit. Il devait être triste et j'ai beaucoup manqué ma mère. Chaque nuit après le travail, il vient de rentrer à la maison et n'est plus sorti, car après la nuit ma mère est morte. Mon père a juré de ne jamais sortir la nuit. Il ne voulait pas que quiconque le quitte sans qu'il puisse être là-bas. Pendant un moment, ma sœur et moi avons senti quelque chose de mauvais dans la maison, nous pensions simplement que c'était une souris morte. Après quelques jours de recherche, je savais que cette odeur venait de la chambre de papa. Je pensais que peut-être sans ma mère, il n'a pas nettoyé la chambre et la laissa sentir comme ça. Mais peu importe la façon dont nous avons insisté, il l'a toujours laissé être. Cette odeur s'est toujours attardée dans ma maison au fil des ans, mais chaque fois que nous nous plaignons, mon père a acheté plus de poudre déodorante et l'étendit dans toute la pièce. Un jour, quand il était trop insupportable, je me suis faufilé dans la chambre de mon père et j'ai essayé de trouver la source. Mais il m'a repéré, m'a frappé, et même menacé de me frapper. Depuis ce jour-là, il a acheté une nouvelle serrure pour empêcher toute personne d'entrer dans sa chambre. C'était comme ça depuis 10 ans. J'ai grandi, et mon père s'affaiblissait. De nombreuses maladies tourmentaient son corps. Une nuit, sa crise d'asthme est revenue et il a toussé si fort qu'il ne pouvait plus respirer. J'ai entendu quelques cris faibles de la chambre de mon père. Nous avons dû le conduire à l'hôpital. Le sentiment de panique était le même que lorsque je faisais face à la crise cardiaque de ma mère il y a 10 ans. Le médecin a suggéré à mon père de rester à l'hôpital pendant un mois pour soigner ses poumons. J'ai dû tout préparer pour mon papa en ce mois difficile. Je suis retourné dans sa chambre pour emballer quelques-uns de ses effets personnels à apporter à l'hôpital. Et c'était aussi la première fois en 10 ans depuis la mort de ma mère que j'entrais dans sa chambre. La chambre de l'homme solitaire était si froide, effrayante, en désordre et avait une odeur désagréable. J'ai enlevé toutes les couvertures qui étaient sales pour la lessive. L'oreiller qu'il aimait était toujours là. J'ai dû retirer la tête d'oreiller car elle était trop sale. Mais au moment où je l'ai sortie, une scène horrible m'a abasourdi. Il y avait une statue de cire avec la forme et l'apparence très similaire à ma mère à l'intérieur de l'oreiller câlin. J'avais peur de devenir sans voix. J'ai essayé de toucher légèrement la statue de cire et j'ai levé son bras. Il s'est immédiatement cassé. Mon Dieu! Tout à l'intérieur n'était pas de la cire, c'était des ossements humains qui se décomposaient.
Donc, depuis 10 ans, mon père tient ce squelette à son chevet. Incroyable. Je suis venu à la vitrine où le pot de cendre de ma mère a été placé pour le contrôle. C'était vraiment choquant, le pot de cendre était complètement vide. J'ai couru rapidement à l'hôpital pour tout demander à mon père. Était-il réel qu'il ait laissé le corps de ma mère dans la pièce? J'espère que la réponse était non. Mais après m'avoir entendu poser des questions sur le squelette dans son oreiller, il s'est levé, a arraché la conduite d'eau, a plongé hors du lit et a couru chez lui, paniqué, les pieds nus. Mon père s'est précipité dans sa chambre et a serré très fort la statue de cire. Il était comme un fou. Il cria. Dégagez du chemin. Éloigne-toi, ne l'emmène nulle part. Laisse ma femme être à mes côtés. Il s'est avéré qu'il avait momifié ma mère en secret, l'avait emmenée chez lui et l'avait mise sur le lit à côté de lui pour la tenir tous les soirs. Le pot de cendre était tout simplement faux. Ma sœur et moi étions horrifiés. Nous avons constamment crié pour le persuader de nous laisser incinérer le corps de ma mère et de la laisser reposer en paix. Il a pleuré fort et a serré le corps dans ses bras avec panique. Cette scène était comme le moment où il a appris la mort de sa femme il y a 10 ans. C'était si douloureux à regarder. Mon père était fou, il a serré le cadavre dans ses bras et est sorti en courant, il a couru aussi loin qu'il le pouvait et se fichait de savoir où il finirait. Quand mon père était trop fatigué, il est tombé et a pleuré, serrant toujours le cadavre dans ses bras et s'est excusé auprès de sa femme pour l'avoir blessé. À ce stade, je l'ai déjà rattrapé avec les policiers et les médecins. Ils l'ont persuadé de la laisser se reposer et de laisser son cadavre être enterré au lieu de la laisser se décomposer ainsi. Je savais que mon père avait le cœur brisé, mais il a également dû se rendre compte que le corps de ma mère se décomposait, peu importe comment il la momifiait. Il devait accepter le fait qu'elle ne pouvait pas être avec lui pour toujours, il devait laisser tout le monde enterrer ma mère. Les jours suivants avec mon père ont été si difficiles. Il a dû vivre sans sa femme à ses côtés. Il s'est juste assis tranquillement près de la fenêtre, a serré la photo de sa femme dans ses bras et a détourné le regard. J'ai passé plus de temps à discuter avec lui. Je l'ai aussi laissé rejoindre les clubs des personnes âgées, jouer aux échecs ou danser. C'est peut-être un peu dur au début, mais je crois que mon père va se calmer et retrouver une vie heureuse bientôt. J'espère que ma mère au paradis bénira son mari à travers cette douleur rapidement. Bonjour. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans. Je viens de vivre l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Depuis lors, beaucoup de choses effrayantes se sont produites dans cette maison que je ne pouvais pas expliquer. Heureusement, après être restée coincée là pendant longtemps, j'ai finalement pu me débarrasser de tout cela et m'asseoir ici pour partager mon histoire avec tout le monde. Il y a environ 6 ans, j'ai reçu une lettre d'admission d'une maison d'édition que j'avais déjà interviewée. J'étais folle de joie et j'ai fait des bonds dans tous les sens. C'était le travail de mes rêves. Non seulement le salaire était très élevé, mais le poste était également très bien adapté à mes compétences. Le seul problème était que je devais chercher un nouveau logement à louer, car mon appartement était trop éloigné de l'entreprise et je ne pourrais pas arriver à l'heure au travail si je restais là. Après avoir cherché frénétiquement sur Internet pendant un certain temps, j'ai finalement trouvé un bon endroit. J'ai rapidement rendu visite à cette maison. C'était un bâtiment relativement grand, à 2 étages, avec de nombreuses chambres à louer. Il avait l'air confortable, propre, et le prix était très bon marché, mais le propriétaire semblait un peu bizarre. C'était un homme d'une 50aine d'années avec un visage plutôt intimidant. Il avait une barbe touffue et avait l'air désordonné tout le temps dans sa chemise de nuit tachée. Je n'aimais pas l'atmosphère qu'il dégageait, mais je n'avais pas beaucoup de choix. J'étais au chômage depuis un certain temps et j'étais un peu fauchée. C'était la meilleure maison que je pouvais trouver à ce prix. J'ai donc accepté de la louer et environ une semaine plus tard, je m'y installais officiellement. Le premier jour de mon emménagement, j'ai rencontré Tom, un voisin sympathique qui vivait à l'opposé de ma chambre. C'était un type séduisant aux yeux marron clair et aux muscles toniques. Il m'a aidé avec ferveur à déménager mes bagages dans la maison. Nous avons commencé à bavarder et je l'ai trouvé assez drôle. Mais notre atmosphère joyeuse a été coupée brusquement lorsque le propriétaire lugubre est passé devant nous et nous a jeté un regard mauvais. Il ne semblait pas intéressé par notre conversation et a continué son chemin. Peut-être que nous étions un peu trop bruyants. J'ai rapidement écarté cette idée et j'ai commencé à ranger ma nouvelle chambre. J'étais ravie de penser que j'avais fait une bonne affaire pour cet endroit. C'était une chambre merveilleuse à un prix très abordable. Mais la vérité était si différente. Cela faisait seulement une semaine que j'avais emménagé dans la maison qu'une série de choses effrayantes ont commencé à se produire. De temps en temps, au milieu de la nuit, j'entendais des bruits étranges. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, je me disais simplement que c'était peut-être des voisins mal élevés qui les faisaient. Mais quand d'autres choses inhabituelles se sont produites en même temps, j'ai commencé à paniquer. Les meubles de ma chambre avaient été déplacés anormalement. J'avais toujours eu l'habitude de plier soigneusement ma serviette après l'avoir séchée, mais il arrivait qu'elle soit étrangement froissée après, même si je ne l'avais pas touchée. Le tabouret près de mon lit n'était pas non plus dans sa position correcte. Je trébuchais souvent dessus alors que je me souvenais très bien que je le mettais toujours dans le coin de la chambre. Mais le plus fou, c'est que mes vêtements ont commencé à disparaître, surtout mes sous-vêtements.
Je ne pouvais les retrouver nulle part dans la maison. Des choses étranges se sont produites de plus en plus fréquemment. J'ai immédiatement rapporté tout cela à mon propriétaire, mais il est resté absolument indifférent. Il ne croyait pas et ne se souciait pas de ce que je disais, et m'a même accusé de mentir pour obtenir une réduction de loyer. J'étais furieuse en voyant sa réaction, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Comme indiqué dans notre contrat, je perdrais tout mon acompte si je déménageais avant la date de fin de notre accord. Je devais retourner dans ma chambre effrayante. À ce moment-là, j'ai rencontré Tom, il venait de rentrer du travail. Remarquant ma mauvaise humeur, il a insisté pour savoir pourquoi. J'ai raconté à Tom les choses étranges que j'avais rencontrées et l'attitude indifférente de l'hôte. Il a réfléchi un moment puis m'a dit avec un visage très sérieux : « Fais attention au propriétaire. Depuis que sa femme est morte, il est très bizarre. » L'avertissement de Tom m'a rendu beaucoup plus méfiant envers le propriétaire et j'ai toujours essayé de l'éviter. Jusqu'à ce qu'un soir de grand vent, de ma fenêtre, je vois le propriétaire creuser un trou profond dans mon jardin. Puis il a traîné un grand sac noir de la maison vers ce trou. Lorsque j'ai essayé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du sac, l'hôte a soudainement levé la tête et regardé dans la direction de ma fenêtre. J'ai eu trop peur et j'ai rapidement fermé ma fenêtre puis éteint les lumières. Je suis allée me coucher en espérant qu'il ne m'avait pas repéré. Quelques jours plus tard, à minuit, j'ai été réveillée par un bruit étrange. La curiosité m'a envahie, cette fois-ci. J'ai décidé de me réveiller et d'aller chercher la source du bruit. J'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine. Dans la faible lumière, j'ai aperçu la silhouette d'un homme qui se tenait silencieusement au milieu de la cuisine. Sa tête s'est soudainement tournée vers moi et alors que j'étais figée en état de choc, l'homme s'est précipité vers moi et a couvert ma bouche. Je me suis débattue et lui ai donné des coups de pied frénétiques de toutes mes forces et quand j'ai senti que sa prise se relâchait, j'en ai profité pour m'échapper. J'ai couru hors de la maison et j'ai immédiatement appelé la police. Quelques instants plus tard, la police est arrivée. Ils ont vérifié la cuisine et la maison mais n'ont trouvé personne. Ils ont aussi voulu vérifier ma chambre mais quand je les y ai amenés, tout semblait normal. Le propriétaire a également confirmé qu'il n'avait pas vu d'étrangers apparaître dans cette maison. Après n'avoir rien trouvé d'anormal pendant un moment, la police est partie. Cette nuit-là, je n'ai pas osé rester dans ma chambre. J'ai appelé une amie proche et l'ai suppliée de me laisser dormir chez elle pour la nuit. Le lendemain matin, lorsque je me suis sentie plus calme, j'ai décidé de retourner dans ma chambre pour ranger mes affaires. J'avais trop peur pour rester là plus longtemps. Après avoir nettoyé ma chambre, je suis allée à la cuisine pour prendre mes affaires personnelles et j'ai trouvé par hasard sur le sol une clé qui ressemblait exactement à celle de ma chambre. Au début, j'ai pensé que je l'avais fait tomber, mais quand j'ai essayé de la mettre dans mon cadenas, elle ne rentrait pas. Après y avoir réfléchi un moment, j'en suis venue nerveusement à la conclusion qu'il s'agissait très probablement de la clé du type qui m'avait attaqué hier. Nous avons lutté l'un contre l'autre et sa clé est probablement tombée. En regardant la clé et en réalisant qu'elle provenait du même trousseau de clés que celui de cette maison, j'ai réalisé avec horreur que le dangereux inconnu que j'ai rencontré cette nuit-là venait aussi de cette maison. Si cette clé n'était pas la mienne, elle devait être la sienne. Je me suis donc dirigée vers la porte d'entrée de chaque pièce pour essayer de les ouvrir en commençant par le suspect numéro 1, monsieur le propriétaire. Je ne savais pas si je devais décrire mes sentiments comme étant surpris ou soulagé lorsque la clé n'est pas entrée dans sa serrure non plus. J'ai essayé presque toutes les pièces mais je n'ai pas réussi à les ouvrir. Il ne restait qu'une dernière pièce. C'était la chambre de Tom. Je n'avais jamais eu le moindre soupçon à son sujet, mais j'ai quand même essayé. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. C'était bien la clé de sa chambre. Tom n'était pas à la maison, alors par peur et confusion, j'ai décidé d'entrer dans sa chambre pour clarifier mes soupçons. Je n'ai rien trouvé d'anormal jusqu'à ce que j'entre dans sa chambre. À l'intérieur, il y avait de nombreuses photos de moi prises pendant que je dormais. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde quand j'ai vu mes sous-vêtements dans l'armoire de Tom. J'ai paniqué et me suis enfuie de sa chambre. À ce moment-là, Tom est entré par l'extérieur. Comme il a réalisé que son sale secret était exposé, il m'a immédiatement poussé au sol, m'étranglant avec les deux mains. Je n'ai réussi qu'à pousser un faible cri et à lui griffer désespérément les poignets car je ne pouvais plus respirer. Au moment où je pensais que j'allais mourir des mains de ce tueur, le propriétaire est soudainement apparu. Il a assommé Tom d'un puissant coup à l'arrière de la tête et j'ai échappé de justesse à la mort. Juste après, on a appelé la police. Tom a été arrêté et recevra une punition appropriée pour le crime qu'il a commis. Quant à moi, après cet incident, j'ai aussi déménagé dans un nouvel endroit. Ah! Et si vous vous demandez ce que mon propriétaire a fait cette nuit pluvieuse, il était en train d'enterrer son chien. C'était l'animal qu'il aimait et il voulait lui donner un lieu de repos près de chez lui. C'est un peu effrayant quand même, je sais. Mais il n'était pas une mauvaise personne. Après le décès de sa femme, il était trop abattu et est devenu une personne amère et indifférente, qui ne s'intéressait à rien ni à personne, et qui était toujours grincheux envers les autres. Mais de toute façon, il est mon sauveur, je lui dois ma vie. Je lui rends encore visite de temps en temps pour m'assurer qu'il ne se sent pas seul, et j'espère sincèrement qu'il ira bientôt mieux et qu'il pourra commencer une nouvelle vie. Mon père m'a parlé de ma terrible mère. Ma mère, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, avait un secret,
que ce n'est que 25 ans plus tard que mon père a décidé de me le dire, c'était une criminelle. Et cette histoire, ce sont ses souvenirs d'elle. Je suis Rosie, 25 ans. Je vis avec mon père célibataire. Dès mon plus jeune âge, je ne savais pas qui était ma mère, seul mon père était à mes côtés. Il ne m'a jamais parlé de ma mère. Mon père est Nathan, 50 ans. Un jour, papa m'a dit de préparer mes bagages et de l'accompagner dans un trajet en bus vers une ville éloignée de la ville. Dans la voiture, il m'a dit la vérité sur la mère, que je m'étais toujours interrogée. Nous allons la chercher au centre de détention, et c'est aujourd'hui le jour où elle termine sa peine. Il y a 25 ans, lorsque mon père était en terminale à l'université, il a rencontré ma mère et leur histoire d'amour a commencé là-bas. Nathan a rencontré Nami, ma mère, lors d'une fête de bienvenue à l'école et ils étaient tous les deux dans un mini-jeu. Nami était une étudiante internationale charmante et gentille. Mon père a été attiré par elle dès leur première rencontre. À la fin de la fête, Nathan a aperçu Nami en train de pleurer dans le couloir. Il s'est approché d'elle et a appris que Nami venait de rompre avec son amant trahison. Ce type l'a quitté pour poursuivre quelqu'un d'autre. Profitant de cette opportunité, Nathan a réconforté Nami et a gagné sa confiance. Au bout d'une semaine, ils se sont progressivement rapprochés. Lors d'une nuit fatidique, ils s'invitèrent à prendre un verre, se saoulèrent et firent l'amour l'un avec l'autre. Le lendemain matin, Nathan avoua son amour à Nami. Mon père voulait qu'ils soient dans une relation stable et a cessé d'être des amis ordinaires. Nami a accepté et ils sont devenus un beau couple. Nami était une fille adorable avec une apparence légèrement potelée et elle avait une énorme passion pour la nourriture. Ce n'était pas grave pour mon père. Au contraire, il la dorlotait et achetait à Nami ce qu'elle aimait, l'emmenant manger de délicieux plats à chaque fois qu'ils sortaient ensemble. Nathan aimait regarder Nami manger et quand elle demandait adorablement plus de nourriture. Il était heureux de faire ces choses pour son amant. Nami semblait prendre plus de poids et devenir beaucoup plus grosse que lors de leur première rencontre. Mais parce qu'il était amoureux, mon père s'en fichait. Après un certain temps, l'estomac de Nami s'est agrandi, ce qui a rendu la marche plus difficile qu'avant. Elle a commencé à ressentir des maux de dos, de la fatigue et il semblait que son humeur changeait constamment. Nami est devenue difficile, souvent grincheuse. Elle était souvent absente de l'école parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ces symptômes ont rendu Nathan vraiment méfiant et il a commencé à les rechercher. Après avoir lu beaucoup de livres et d'articles, il pensait que Nami était peut-être enceinte. Il était secrètement heureux et rêvait d'un futur mariage avec elle. Une fois, alors qu'il rendait visite à un ami à l'hôpital, Nathan rencontra Nami qui venait de sortir de la maternité. En plus des symptômes qu'il avait découverts auparavant, il était sûr que Nami était enceinte. Pensant qu'il était sur le point de devenir père, il était plus qu'heureux. Nathan était prêt à obtenir son diplôme et voulait épouser Nami bientôt. Mieux encore, ils auraient un bébé avant même de se marier. Mais même si Nathan essayait de poser beaucoup de questions, Nami le renvoyait toujours et disait qu'il délirait, qu'elle n'allait à l'hôpital que pour examiner son estomac. Quant au ventre qui grossit, elle a expliqué que c'était parce qu'elle continuait à prendre du poids en mangeant beaucoup. Nami a rassuré Nathan en disant qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle voulait l'épouser après l'obtention du diplôme, mais que ce n'était pas le bon moment pour les enfants. Les mots de Nami laissèrent Nathan assez déçu. Tous les espoirs d'être père se sont rapidement éteints. Nami devenait de plus en plus difficile, ils se disputaient de plus en plus, même sur de très petites choses. Au cours d'une dispute, Nami a dit qu'elle voulait rompre. Nathan était extrêmement paniqué et il a proposé d'aller chez elle pour se réconcilier avec elle. Mais quelle étrangeté! Nami était déterminée à ne pas laisser Nathan venir, elle a dit qu'elle était occupée et qu'elle n'était pas à la maison. Mais Nathan se tenait obstinément devant sa porte et attendit que Nami revienne la rencontrer à tout prix. Il lui a aussi acheté beaucoup de nourriture. La vérité est que Nami n'était pas occupée ni n'allait nulle part, elle était seule dans sa chambre. Nathan a essayé d'appeler et de sonner, convainquant Nami d'ouvrir la porte. Au bout d'un moment, elle ouvrit la porte pour que Nathan puisse entrer. Son visage était un peu pâle. Nathan lui donna précipitamment la nourriture. Elle ne semblait pas aussi excitée que d'habitude et mangea un peu à contre-séure puis s'allongea avec lassitude sur le lit. Au bout d'un moment, Nami s'assit et gémit qu'elle avait terriblement mal au ventre. Elle alla aux toilettes et Nathan commença à entendre sa respiration lourde derrière la porte. Il a essayé de frapper à la porte mais Nami a juste dit qu'elle allait bien. Pensant que sa petite amie pourrait avoir eu une intoxication alimentaire, il est devenu furieux et a profondément regretté de lui avoir acheté de la nourriture dangereuse. De l'intérieur des toilettes, Nathan pouvait entendre un gémissement douloureux de Nami. La seule chose que mon père voulait faire à ce moment-là était d'aller au restaurant et de poursuivre le propriétaire pour avoir vendu de la nourriture de mauvaise qualité. Mais il ne pouvait pas laisser sa petite amie seule. Impatient, anxieux et confus, il ne pouvait que tourner en rond et attendre qu'elle sorte. Peu de temps après, Nami est sortie des toilettes avec un visage pâle et un corps tremblant. Elle est sortie avec un sac en tissu noir dans ses bras et a dit à Nathan de rester dans la pièce afin qu'elle puisse prendre les vêtements à l'extérieur pour se laver pour vomir accidentellement dessus. Nathan était sur le point de prendre le sac et lui a proposé de le laver pour elle, mais Nami est devenue paniquée et déterminée à ne pas le laisser le toucher. Devant l'étrange détermination de Nami, il n'avait pas d'autre moyen que d'accepter et de laisser son amant partir avec lassitude. 10 minutes plus tard, Nami revint et tomba sur le lit. Elle a regardé droit vers le plafond et a commencé à pleurer. Se sentant confus, Nathan essaya de poser des questions mais sa petite amie ne répondit que par des sanglots incontrôlables.
Mon père pensait que c'était peut-être parce que maman était fatiguée et avait à nouveau mal au ventre. Il a demandé avec colère de poursuivre ce restaurant, mais elle l'a rapidement calmé et lui a demandé des câlins et du sommeil. Quand Nami était profondément endormi, Nathan se réveilla et sortit. Il voulait aller au restaurant pour leur faire expliquer la nourriture. Lorsqu'il est passé devant le hall de l'appartement, il a vu une foule de gens bavarder dans la zone de ramassage des ordures. Il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas entrer. Une dame âgée à proximité lui a dit qu'un nouveau-né venait d'être jeté ici et que les gens essayaient de lui sauver la vie. Nathan essaya de regarder à l'intérieur. Les ambulanciers prodiguaient les premiers soins à un enfant enveloppé dans un tas de vieux vêtements. Et c'est incroyable. Ce sac en tissu autour du bébé était très similaire à celui que Nami avait porté dans ses bras à ce moment-là. Nathan a paniqué et a réalisé que tous ses doutes étaient corrects. Nami était enceinte, et il était fort probable que le bébé jeté à la poubelle était le sien. Il a paniqué et s'est précipité dans sa chambre pour demander à Nami à ce sujet. Elle était un peu paniquée mais a fermement nié. 3 jours plus tard, Nami s'est isolée dans l'appartement et a pleuré. Mon père devait rester éveillé et rester à ses côtés tout le temps. Chaque nuit, Nami était étrangement surprise, paniquée et quand elle s'endormait, elle marmonnait à propos d'un certain enfant. Pendant ce temps, les gens bloquent toujours la zone autour du bâtiment pour enquêter sur l'affaire. Après des jours de persuasion persistante de Nathan, Nami lui a finalement tout dit. Nathan a été choqué quand Nami a dit que c'était elle qui avait jeté le bébé. Mais maintenant, elle a tout regretté et a décidé de se rendre. Au poste de police, Nami a avoué toute la vérité. Il s'est avéré que son gros ventre n'était pas dû à la prise de poids mais parce qu'elle était enceinte de son ex-petit ami qui l'avait trahi. Pas de Nathan. Elle l'a caché à tout le monde parce que la grossesse était trop importante pour l'avortement. L'ex-amant trahi a promis de prendre ses responsabilités, mais il s'est enfui. Maintenant, Nathan comprenait les raisons pour lesquelles Nami avait toujours eu de l'appétit, avait pris autant de poids et avait constamment des sautes d'humeur. Elle a accouché seule dans les toilettes et a même jeté son bébé dans la zone de ramassage des ordures. Elle pensait que le bébé allait mourir et que personne ne le saurait. Elle l'a caché à Nathan parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait un enfant qui n'était pas le sien, et voulait se débarrasser du bébé pour qu'elle puisse recommencer à zéro. Nami a été condamnée à 25 ans de prison pour meurtre intentionnel et abandon de son enfant. Elle a beaucoup pleuré pendant son séjour en prison et a toujours voulu pouvoir élever son pauvre enfant pour rattraper ses erreurs. Bien entendu, Nathan devait également se rendre au commissariat pour l'enquête. Et maintenant vous savez, cet enfant, c'est moi. Après que l'affaire ait été classée et qu'il ait été autorisé à quitter le poste de police, mon père est venu me chercher à l'hôpital et m'a élevé comme son enfant biologique jusqu'à aujourd'hui. J'ai été surpris d'entendre l'histoire de mon père. Aujourd'hui est aussi le jour où ma mère termine son mandat. Papa et moi venons la chercher. Je suis assis dans la voiture en ce moment et je me sens très nerveux. Je ne sais pas comment je devrais y faire face quand je rencontre ma mère criminelle. Le réveil m'a réveillée en sursaut. Quand j'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. L'heure du diable. Mais qui a mis l'alarme au beau milieu de la nuit? Bon sang, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Un appel à cette heure-ci, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Le diable en personne peut-être? Ah, ouais, l'événement en France. Il faut que je me lève tôt pour me préparer. Ah, j'ai à peine fermé les yeux la nuit dernière après cette séance photo. Fiona, un mannequin professionnel doit toujours être à l'heure. Salut, moi c'est Fiona et je viens d'Angleterre. Avant que je ne me plonge dans ma folle histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous voyez cette fille? C'est ma mère, la femme la plus belle de la ville. Elle a gagné un concours de beauté à 17 ans et est devenue célèbre. Un homme riche l'a ensuite remarqué. Mon père. Je suis née au plus fort de la carrière de ma mère. Je suis trop occupée pour prendre soin d'elle. Engageons une nanny. Je voyais rarement ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'elle m'a présentée pour la première fois au public et je suis naturellement devenue une enfant modèle. Ma carrière a été entièrement planifiée par ma mère. Tu seras ravissante, tout comme moi, ma chérie. Mais au fur et à mesure que je grandissais et devenais plus jolie, le visage de maman a commencé à montrer des signes de vieillissement. Mes parents ont commencé à chicaner et mon père est finalement parti. J'avais le cœur brisé et depuis je participe à des compétitions juste parce que maman le voulait. Je lui ai jamais dit que je préférais chanter ou jouer la comédie. Puis, à l'âge de 17 ans, un événement a tout changé. Maman avait prévu de recréer la chute à $1 million de Jennifer Lawrence sur scène, mais ça s'est retourné contre elle. Sa longue robe a provoqué une mauvaise chute. Maman, ça va? Tout le monde te filme, tu sais? Maman? Ma mère est tombée dans un coma profond et les médecins n'avaient aucune idée de quand elle se réveillerait. Je me sentais impuissante et incertaine. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis retournée aux publicités et aux séances de photos, mais tout me semblait si ennuyeux. Pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de participer à un défilé de mode. Au lieu de cela, je suis allée me promener seule. Oh, quel soulagement! Je n'avais jamais vraiment apprécié la beauté qui m'entourait. Roméo, emmène-moi où nous pourrons être seuls. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Mais doucement, quelle lumière s'échappe de cette fenêtre? C'est à l'est, et Juliette est le soleil. J'ai été complètement surprise. Une ombre a émergé d'un buisson voisin.
Oh bon sang, est-ce que c'est un monstre? Hé, attends, c'est moi. Salut. Qui es-tu? Il avait l'air bizarre dans sa tenue de pêcheur. Je veux dire, pêcher dans la Tamise à minuit? Bizarre. Je m'étais endormi depuis l'après-midi dans un buisson. Mais ton chant m'a réveillé, c'est superbe. Oh, désolé, j'étais juste... Ne t'inquiète pas, tu as une très jolie voix. Moi, c'est Marc. Il lui a fallu un moment pour me reconnaître comme la mannequin qui passait fréquemment à la télé. Ça va, faire le même travail tous les jours, ça doit être épuisant. Parfois, je me demande ce que ça ferait de marcher sur le podium en talons hauts. Marc m'a mise à l'aise. La dernière fois que j'ai ri comme ça, c'était quand je jouais à la maison avec papa. C'était les plus beaux jours de ma vie. Nous nous sommes dit au revoir. Même si je ne savais pas si nous nous reverrions, cette journée avait été merveilleuse pour moi. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour une séance de photos pour un magazine, un homme s'est approché de moi avec une invitation. Notre directeur a été impressionné par ton talent. Nous serions ravis de te rencontrer. En recevant l'invitation, j'étais tellement excitée que j'ai failli crier. Même si je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'avais enfin la chance d'essayer de jouer la comédie. Attendez, le metteur en scène pourrait-il être Marc? Je ne lui ai même pas demandé ce qu'il faisait hier. L'univers est avec moi. J'avais si hâte d'en parler à maman. La petite fille à maman est si talentueuse, n'est-ce pas? Je pourrais devenir actrice ou chanteuse. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, maman? Je ferais des choses que nous n'avons jamais essayées auparavant. Dans la pièce silencieuse, la seule réponse était le bip régulier du moniteur cardiaque. Remets-toi vite, maman. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un petit théâtre de la ville, impatiente d'y retrouver Marc. Mais le directeur qui m'a accueilli s'est avéré être un homme d'âge moyen. Oh, peut-être que j'étais rêveuse parce que j'avais lu trop de romans d'amour. Nous cherchons un nouveau visage pour le rôle principal de Roméo et Juliette. Nous ne sommes qu'une petite troupe de théâtre. Ce serait formidable si un mannequin célèbre comme toi pouvait accepter l'invitation. Oh, je donnerai tout ce que j'ai, monsieur. Mais puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, mademoiselle. Comment avez-vous su que j'étais fait pour ce rôle? Je veux dire... Oh, mon fils m'a parlé de vous, Marc. Il vous aime beaucoup. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ces paroles ont fait virer mon visage au rouge. Alors Marc, il m'aime bien? Le bruit de pas s'approchait. C'était lui! Salut, c'est bon de te revoir, Fiona. Son visage rayonnant m'a immédiatement fait sourire. Marc m'a ensuite emmené dans un studio de répétition pour m'entraîner à jouer la comédie. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais. La première chose à faire, c'est de comprendre ton personnage. Et mémoriser les répliques? Exactement. Marc rendait tout plus simple, même s'il était un professeur assez exigeant. Oh, regarde le bouquet ambulant. Elle croit qu'elle est douée pour tout. J'ai failli tomber en avant s'il n'y avait pas eu Marc. Ne fais pas attention à elle. C'est Phoebe, une grande actrice, mais un peu une diva. Elle pense toujours qu'elle est la meilleure. Ah, c'est donc son attitude depuis qu'elle a découvert que je suis en compétition pour le rôle principal de cette nouvelle pièce. Heureusement que je ne suis pas le genre à me laisser faire. Salut Phoebe, je suis... Fiona. Bien sûr que je connais ton nom. J'avoue que tu as du talent, mais n'as-tu pas les yeux plus grands que la panse? Tu devrais choisir des emplois qui te conviennent, ma fille. Marc a dû m'éloigner avant qu'une bataille verbale ne s'engage. J'ai juré de lui prouver qu'elle avait tort. Attends un peu, je vais définitivement obtenir ce rôle. Je ne me suis jamais autant entraînée de ma vie. Mais contrairement aux entraînements douloureux de maman, maintenant je prenais plaisir à jouer la comédie avec Marc. Je m'améliorais de jour en jour et personne ne pouvait le nier. Un matin, alors que je répétais les dernières répliques avec Marc, mon téléphone a soudain sonné. De l'hôpital? Est-ce que quelque chose est arrivé à maman? Fiona, c'est moi. Je suis réveillée. J'ai tout laissé tomber et je me suis précipitée à l'hôpital pour voir ma mère assise là. Mais ma joie s'est rapidement transformée en peur. La peur que ma mère découvre que j'avais poursuivi mes rêves au lieu des siens. Alors la mode se passe bien? Je suis tellement heureuse que tu aies été assidue sans moi. C'est mon rêve devenu réalité. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais négligé le mannequinat pour poursuivre mes propres rêves. Je craignais qu'elle soit choquée ou qu'elle tombe à nouveau malade, qu'elle soit déçue de moi. Oh Fiona, tu es de retour. Tu seras toujours la pièce maîtresse, tu es la meilleure. Ces éloges ne m'ont pas remonté le moral, mais au contraire, ils m'ont mis encore plus de pression. Pourrais-je faire aussi bien qu'avant? Même moi, je n'en étais pas si sûre. Une fois la séance de mannequinat terminée, je me suis faufilée dehors et je me suis précipitée vers la voiture de Marc qui m'attendait. Je refuse d'abandonner mes rêves aussi facilement. Je peux réussir. Tout allait bien, jusqu'au jour où, alors que je m'apprêtais à partir, je me suis soudain sentie étourdie et tout est devenu noir. Elle s'est surmenée jusqu'à l'épuisement. Elle a besoin de temps pour récupérer. J'avais mal partout en me réveillant. J'étais à l'hôpital? Fiona. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Fiona, chérie, le spectacle commence dans 3 jours. Il faut que tu te rétablisses vite. Oh. J'ai regardé Marc, sachant ce qui m'attendait. Maman attendait beaucoup de moi et la troupe de théâtre attendait avec impatience mes débuts aussi. Je ne pouvais pas les décevoir. Le plus gros souci, la première de la pièce et le défilé de mode étaient le même jour. Dans un tourbillon d'émotions, j'ai rejoint Marc pour la dernière répète.
Mais en plein milieu, ma mère a soudain débarqué, plongeant tout dans le chaos. Bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Humide et sombre. Maman? Phoebe? Marc et moi avons échangé un regard, comprenant sans mots que Phoebe était derrière tout ça. Fiona, je n'arrive pas à croire que tu as quitté un endroit glamour pour ce trou de rat. Rentrons à la maison tout de suite. Non, ne la touchez pas. Et qui es-tu, toi? C'est Marc, c'est... Je m'en fiche! Cet endroit n'est pas pour toi. Et toi, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de ma fille. Ne crois pas que tu peux t'approcher d'elle simplement parce que nous sommes riches. Maman m'a traîné hors de là, laissant tout le monde sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences soient si terribles, ni à une réaction aussi extrême de la part de ma mère. Je me suis sentie coupable envers Marc et toute la troupe de théâtre. Maman a refusé d'écouter ce que je disais et m'a même punie. Tu n'as le droit de sortir que pour le défilé de mode. Et c'est moi qui t'y emmènera. Et voilà, tout s'est écroulé sous mes yeux. Je suis restée au lit toute la journée, à ne rien faire. Ne pense pas que te laisser mourir de faim me fera changer d'avis. Il fallait que je trouve quelque chose, que je trouve un autre moyen. Allez, Fiona, réfléchis. Le jour J est enfin arrivé, et ma mère m'a conduite en personne au défilé de mode. La première de la pièce était également sur le point de commencer. Est-ce que je devais abandonner? Courage, Fiona. Tu es un mannequin professionnel. Oh, allez, pas un embouteillage! Mon téléphone bourdonnait sans arrêt. Un message de Marc. Tu vas casser la baraque, fille. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Je me suis mise à courir vers le rêve auquel j'avais toujours aspiré. Je suis arrivée juste au moment où la pièce allait commencer. Quand Marc m'a vu, son visage s'est illuminé. Oh, Fiona est là. C'est elle qui jouera le rôle principal. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible! Ignorant la rage de Phoebe, je suis montée sur scène. Les projecteurs n'étaient pas nouveaux pour moi, mais cette fois, mon rôle était différent. Il signifiait beaucoup plus. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Le public était si silencieux que je pouvais entendre mon cœur battre la chamade après la course folle que je venais de faire. Est-ce que j'ai raté mon texte? Puis la foule s'est levée, applaudissant et acclamant. Certains pleuraient. Marc m'a regardé, la fierté se lisait dans ses yeux. Sous la scène, j'ai vu ma mère qui me regardait en silence. Puis, elle a souri. Marc et toute la troupe sont sortis pour saluer le public. Il m'a serré la main. Essuyant des larmes de joie, je me suis joint à leur célébration. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Marc m'a pris la main et on s'est enfui. Encore en train de courir? Mais il m'a prise dans ses bras comme une princesse. Il m'a emmenée sur les rives de la Tamise, là où on s'était rencontrés. Fiona, je suis si heureux d'avoir fait ta connaissance. Amara, je sais que tu es fâchée, mais tu dois comprendre que j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux, mon œil. Me coller dans cette foire d'empoigne au milieu de nulle part, c'est ça ton idée de m'aider? Attention, tante autoritaire, je m'en vais. Roule mon tambour, s'il vous plaît. Voici mon invention. C'est en fait une caméra, mais à la pointe de la technologie. D'accord, mettons-le en marche. Mon bidule s'est mis à rugir comme une mini-fusée et a filé tout droit par la fenêtre. Amara, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, il va falloir m'activer plus vite. Mais est-ce que c'est une personne? J'ai dirigé ma fusée vers cette personne, mais il a décidé de s'arrêter en plein vol et de s'écraser sur la tête du garçon. Oups! Amara, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien du tout. Un participant a assommé accidentellement un garçon en essayant et en échouant de m'échapper de l'antre de ma tante sorcière pour retrouver ma vraie mère. Salut mes amis observateurs d'étoiles, c'est ta fille Amara et aujourd'hui nous allons au-delà des nuages. C'est cool, pas vrai? N'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Depuis que je suis toute petite, je souffre de dyslexie. Cela rendait l'apprentissage difficile, mais ma mère, une prof de neurosciences super cool, a toujours trouvé des moyens créatifs pour m'aider. Pour elle, je n'étais pas défectueuse, juste unique en mon genre. Elle rendait les études amusantes. Elle dessinait des diagrammes, construisait des Legos, écrivait avec du sel et rappelait les leçons sur des rythmes entraînants. Honnêtement, s'il y a un M&M dans les études, une légende du rap, c'est bien ma mère. C'est grâce à elle que je suis tombée amoureuse de l'astronomie. À l'âge de 5 ans, je pouvais nommer toutes les planètes. À 10 ans, je comprenais les trous noirs. À 15 ans, je construisais des modèles de vaisseaux spatiaux et je faisais un stage à la NASA. Sans oublier que ma mère me conduisait sur des centaines de kilomètres chaque jour pour que tout cela se produise. J'aime tellement ma mère. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Un jour après l'entraînement, maman n'est pas venue me chercher comme elle le faisait toujours. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi et j'ai trouvé notre maison complètement détruite. Maman, où es-tu? J'ai cherché partout mais elle n'était pas là. Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose? Alors que la panique s'installa, la porte s'ouvrit en grinçant. Une silhouette obscure est entrée et m'a coincée contre le mur. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas de moi! Maman! Amara, calme-toi, c'est moi! J'ai ouvert les yeux et elle était là. Tante Lucie, la même tante qui ne nous avait pas parlé depuis des années. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Surtout maintenant alors que maman avait disparu. Je suis ici pour t'aider. Tu ne peux plus rester ici. Mais qu'en est-il de maman? Je dois la retrouver! Ne t'inquiète pas, ta mère va bien. Mais c'est toi qui es en danger. Elle m'a fait monter dans sa voiture et s'est rendue dans une région éloignée où les voitures étaient à des kilomètres les unes des autres. Elle m'a conseillé de ne pas quitter la maison pour ma propre sécurité, mais a refusé de m'expliquer pourquoi. De quoi étais-je censée me protéger? Et où diable était ma mère?
Pourquoi étais-je en danger? Je devais découvrir la vérité coûte que coûte. Dans les jours qui ont suivi, tante Lucie a commencé à agir bizarrement. Je l'ai entendu parler aux voisins, leur disant que je venais d'emménager mais que je ne pouvais pas sortir à cause d'une allergie au soleil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça? Oh non, le soleil me fait fondre! À l'aide! Je me transforme en flaque d'eau! La nuit, elle se faufilait dans ma chambre en pensant que je dormais, prenant mon téléphone et effaçant mes contacts et toutes mes applications de médias sociaux. Quand je l'ai confrontée, elle m'a simplement dit « Faire défiler ton téléphone te pourrit le cerveau ». Ouais, elle préparait définitivement quelque chose. Alors au moment où elle a baissé sa garde, j'ai fait le mur. J'ai tâtonné dans le noir et je suis tombée sur un gnome. Ça a déclenché un système de défense laser qui m'a entourée d'une série de rayons rouges. Heureusement, je n'en avais pas encore croisé. Mais ensuite, une mouche a bourdonné sur mon nez. J'ai éternué si fort que je me suis écrasée au sol. Les alarmes ont retenti comme si je venais de pénétrer dans Fort Knox. Tante Lucie a alors détruit tout mon matériel d'astronomie. Pourquoi perds-tu ton temps avec cette camelote inutile? Je vais t'apprendre ce qui est le vrai savoir. Sauf que son vrai savoir était directement tiré du manuel de la Terre plate. La Terre est plate, compris? Sinon, comment pourrions-nous marcher dessus? La Lune n'est qu'un hologramme créé par la NASA. Cette organisation cache quelque chose de sinistre, crois-moi. Oh, bien sûr, je suis sûre que la NASA n'a rien de mieux à faire que d'installer un projecteur géant dans le ciel pour s'amuser. Silence! Tout ce que tu crois savoir sur l'astronomie est un mensonge! Elle se lança dans une diatribe. Les météores et les comètes sont des vaisseaux spatiaux secrets. Les trous noirs sont des portails vers d'autres dimensions. L'anneau de Saturne est faux. Oh, et apparemment une planète mystérieuse se cache quelque part à l'intérieur de la Terre. C'est bien l'asile? Ouais, pourriez-vous passer prendre ma tante dès que possible? Tante Lucie m'arracha le téléphone et le jeta par la fenêtre. Les téléphones causent aussi le cancer. C'est interdit dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Puis elle a jeté une pile de livres bizarres et m'a ordonné de tous les lire. Ils étaient écrits dans un langage inconnu que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai à peine parcouru quelques pages avant de m'évanouir sur mon bureau. Puis quand tante Lucie est venue me voir... Tu n'as même pas pu finir quelques livres. Es-tu vraiment le génie dont ta mère se vantait? Eh bien peut-être que si les livres n'étaient pas complètement faux. Des excuses, des excuses. Ça y est, j'en ai assez! J'ai sorti le lecteur de texte que maman m'avait donné pour prouver que les livres étaient absurdes, mais tante Lucie me l'a arraché des mains et l'a mise en pièces. Pourquoi as-tu fait ça? C'était un cadeau de maman! Je ne peux pas te laisser l'utiliser pour la contacter. J'essaie seulement de te protéger. Me protéger? J'en ai besoin pour lire! Je suis dyslexique, tante Lucie! Oh voyons, Amara, comment pourrais-tu être dyslexique? Parce que je suis née comme ça! Mais ça n'importe pas, tu ne me croiras jamais de toute façon. Tante Lucie m'a jeté un regard plein de pitié, je n'en pouvais plus. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué ma porte et je me suis enfermée. Ma mère me manquait tellement et il était hors de question que je reste dans cette prison une seconde de plus. Je devais trouver un moyen de sortir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Au lieu de cela, j'ai fouillé la maison à la recherche de matériaux pour construire mon petit bidule. Et tu sais déjà comment ça s'est terminé? Je me suis écrasée contre un type au hasard et j'ai risqué de me faire attraper par ma tante, qui a fait irruption en soupirant lourdement. Je sais que j'ai été dure avec toi, je suis désolée. À propos de ta dyslexie, je lui ai parlé à contre-cœur de ma maladie et de la façon dont ma mère m'avait aidé à la surmonter. Cela n'a fait qu'inquiéter encore plus tante Lucie. Elle m'a promis qu'une fois que tout cela serait terminé, elle apprendrait à mieux me soutenir et me rendre ma liberté. Mais elle a oublié de mentionner quand. Puis elle est partie en claquant la porte. Oh, c'est tellement frustrant! Aïe, mais qu'est-ce que... J'ai regardé sous mon lit et j'en ai sorti un cadre photo poussiéreux. C'était une photo de tante Lucie avec un petit enfant de 5 ans peut-être. Elle avait l'air si heureuse sur cette photo. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit derrière ma fenêtre. Un cambrioleur? Dès qu'ils ont levé la tête, je les ai poussés du rebord. Ça leur apprendra ça. Sauf que ce n'était pas un cambrioleur, c'était le type que j'avais assommé tout à l'heure. Il s'avère qu'il m'avait vu lancer le drone et qu'il est venu ici pour me régler mon compte. Attends, comment tu fais pour passer le système d'alarme? Tu es une tortue ninja ou quelque chose? S'il te plaît, mon père est le shérif local et j'ai été entraîné pour ce genre de choses depuis que je suis enfant. Et toi, t'es qui? Je ne t'ai jamais vu dans le coin auparavant. Oui, c'est parce que je viens d'emménager ici, en quelque sorte. Il s'appelait Ted et il avait l'air digne de confiance, alors je lui ai tout raconté. Si je comprends bien, tu es enfermé ici et tu essaies de t'échapper? Bizarre. Lucie a toujours été si gentille, je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Attends, tu connais ma tante? Est-ce que tu reconnais l'enfant sur cette photo? Oui, je la reconnais. C'est une histoire triste en fait. Il a expliqué que tante Lucie a eu un enfant qu'elle aimait profondément, mais celui-ci est décédé des suites d'une maladie. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Je me suis sentie mal pour elle. Peut-être qu'elle avait le cœur tellement brisé qu'elle voulait me garder près d'elle comme une sorte de remplacement. Ted était d'accord avec ma théorie et m'a suggéré de jouer le jeu pour l'instant. Et il a promis de m'aider à m'échapper et de retrouver ma mère. Le jour suivant, il m'a amené un talkie-walkie pour que nous puissions rester en contact. Cela faisait une éternité que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui me comprenait, et cela m'a aidé à me sentir de mieux en mieux. Il m'a même apporté des gadgets sympas pour que je puisse continuer à étudier l'astronomie. Bien sûr, chaque fois que tante Lucie venait, je devais tout cacher sous mon lit. Un soir, alors que je dessinais des étoiles près de la fenêtre, une voiture de police est arrêtée devant la maison. Amara, tu es en état d'arrestation pour être resté trop longtemps dans ta maison. Allons voir la comète que tu ne verras qu'une fois dans ta vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai pris une pancarte et je l'ai agitée en retour. Attends, laisse-moi voir si tante Lucie dort.
Je me suis faufilée dans sa chambre et je l'ai trouvé profondément endormi. Je suis sortie, j'ai franchi le système d'alarme et avec Tête, nous sommes partis dans la nuit. Le ciel était à couper le souffle. Oh, la voilà, la comète! Une fois tous les 1000 ans qui traversait les cieux. J'ai raconté à Tête tout ce que je savais à ce sujet, mais il m'a regardé fixement, abasourdi. C'est alors qu'un professeur d'astronomie bien connu s'est approché de moi, visiblement impressionné. Il s'est présenté et m'a invité à visiter son labo de recherche tout proche. Un rêve devenu réalité. J'ai immédiatement acquiescé. C'est alors que des phares m'ont aveuglé. Une silhouette familière est sortie. Oh non, c'était le grincheux en personne qui était venu tout gâcher. Comment peux-tu être aussi imprudente? Sortir en cachette au milieu de la nuit? Et si quelque chose était arrivé? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Le pire qui m'est arrivé, c'est toi! C'est toi qui caches mon identité et qui me garde enfermée comme une prisonnière! Je ne suis pas ton enfant perdu! C'est exact! Cette femme a des problèmes! Que quelqu'un appelle les autorités et me sorte d'ici! Arrête de dire des bêtises! Tu rentres à la maison tout de suite! Elle m'a poussée dans la voiture. Pendant tout le trajet du retour, elle n'a pas dit un mot. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle s'est effondrée en larmes. N'essaie pas de me culpabiliser, je sais tout! Tu ne sais rien! C'est ta mère qui est dangereuse! Elle travaille pour une organisation illégale qui fait des expériences sur des cerveaux! Elle essayait de faire de toi un sujet de test! Je me suis figée, incapable de croire ce que j'entendais. Tu dis que la gentillesse de ma mère n'était qu'un stratagème pour m'utiliser? C'est la vérité, je suis désolée! Non, ne me touche pas! Je suis partie en trombe dans ma chambre. Ça ne pouvait pas être vrai. Ma mère, la personne qui m'aimait le plus, était une scientifique folle. Non! Tante Lucie devait mentir. J'ai attrapé le talkie-walkie qui se trouvait sous mon lit et j'ai appelé Tête, le suppliant de trouver des infos sur ma mère. J'avais besoin de réponses venant directement d'elle. Quelques minutes plus tard, Tête m'a envoyé une adresse. Amara, n'y va pas toute seule. Attends-moi, d'accord? J'ai raccroché, mais avant qu'il ne puisse terminer, j'ai sorti de la maison en courant. Je n'ai pas pris la peine de me faufiler. J'ai passé les alarmes laser, j'ai sauté dans la voiture de Tante Lucie et j'ai filé. En suivant le traceur, je suis arrivée à un vieil entrepôt au fond des bois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suppose que me faufiler à l'intérieur était la seule option. Oh, maman était là! Mon cœur a fait un bond et j'ai couru vers elle, mais la réalité m'a frappée comme un mur de briques. La pièce était remplie de modèles de cerveau, de tableaux de recherche farfelus et, écoutez cela, de véritables scientifiques fous. Horrifiée, j'ai trébuché en arrière. Amara, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, Tante Lucie dit que tu travailles pour des méchants. Mais elle a tort, pas vrai? Oh chérie, alors tu as finalement compris? Je suppose que ça ne sert plus à rien de faire semblant. Saisissez-la! Avant de pouvoir réagir, une nuée de scientifiques fous m'a attrapée. J'avais le cœur trop brisé pour résister. Maman, pourquoi? Comment tu peux me faire ça? Je croyais que tu m'aimais! Oh, bien sûr que je t'aime, chérie. Tout ça, c'est pour toi? Ne veux-tu pas être la plus grande génie du monde? Elle m'a mis une cagoule noire sur la tête. L'instant d'après, des sirènes de police retentissaient à l'extérieur. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Les personnes autour de moi ont été menottées et emmenées. Quelqu'un s'approchait de moi et a retiré ma cagoule. Amara, est-ce que tu vas bien? Oh, ma chérie! Je me suis effondrée dans les bras de Tante Lucie, pleurant de façon incontrôlable en regardant la police escorter ma mère et son équipe. Mon cœur avait l'impression d'avoir été brisé en 1000 morceaux. Pendant des jours, j'ai été perdue dans le brouillard. Je venais de perdre ma mère, la personne qui m'était le plus importante. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Chérie, comment te sens-tu? Je t'ai fait un peu de soupe. Essaie-en quelques bouchées. J'ai secoué la tête, la bouche sèche comme de la poussière. Tante Lucie, je suis vraiment désolée pour tous les problèmes que j'ai causés. Oh non, chérie, rien de tout cela n'est ta faute. Tu as été manipulée par quelqu'un en qui tu avais confiance. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se brise pour toi. Tante Lucie, comment je devrais vivre ma vie maintenant? Si tu veux, tu peux rester ici avec moi. Je te promets que je ne te contrôlerai plus comme avant. Et j'apprendrai à t'aider avec ta dyslexie. Voudrais-tu aussi m'aider? Bien sûr que si! Nous nous sommes serrés dans les bras, pleurant toutes les deux à chaudes larmes. Soudain, il y eut un bruit à la fenêtre. Je ne voulais pas vous déranger, je voulais t'apporter du matériel d'astronomie. Wow! Tante Lucie et moi avons éclaté de rire. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, je ressentais une lueur d'espoir. Quelque chose me disait que cette nouvelle vie allait être tout sauf ennuyeuse.